Sans doute jamais, depuis 1945, la liberté n'avait été si menacée et jamais à ce point la paix sur notre continent n'avait dépendu de nos décisions présentes. Et au fond, soyons simples. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Liberté de notre modèle démocratique et politique. Le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Objet de tentatives de manipulation par des États étrangers. Ce mercredi, le Quai d'Orsay affirme via un communiqué que Paris appliquera le droit international, tout en précisant que le Premier ministre israélien bénéficie d'une immunité. Si notre liberté a un prix, le voici. Dimanche dernier, le 13 juillet, Emmanuel Macron a prononcé, comme tous les ans à la veille de la fête nationale du 14 juillet, un discours devant les armées, dont la presse et les médias mainstream ont expliqué à l'unanimité qu'il avait été empreint d'une particulière gravité. Dès le début de cette longue intervention, au ton très guerrier et volontairement alarmiste, le chef de l'État français a affirmé à 2 reprises que jamais, depuis 1945, la liberté n'avait été si menacée. Votre engagement est inestimable. Il l'est d'autant plus que nous vivons un moment de bascule. Nous en apercevons depuis longtemps l'imminence et ces bascules sont aujourd'hui effectives. Et sans doute jamais, depuis 1945, la liberté n'avait été si menacée et jamais à ce point la paix sur notre continent n'avait dépendu de nos décisions présentes. Puis il a précisé, tout en prévenant que lorsqu'il n'y a plus de règles, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Que ces menaces visaient notamment la liberté des peuples attaqués par les impérialismes et les puissances d'annexion, et à la liberté bafouée quand les règles de la guerre sont effacées, quand chacun s'exonère du droit international, quand l'espérance de la paix est anéantie en Europe, au Proche et Moyen-Orient, comme en Afrique. Je le disais, jamais sans doute notre liberté n'avait été si menacée. Liberté des peuples attaqués par les impérialismes et les puissances d'annexion. Liberté bafouée quand les règles de la guerre sont effacées, quand chacun s'exonère du droit international, quand l'espérance de la paix est anéantie. En Europe, au Proche et Moyen-Orient, comme en Afrique. Mais aussi la liberté de notre modèle démocratique et politique. Objet de tentatives de manipulation par des États étrangers, notamment sur les réseaux sociaux et cible de forces obscurantistes. Il a ensuite soutenu que pour être libre dans ce monde livré à la brutalité de ceux qu'il appelle des prédateurs, il fallait être craint, que pour être craint, il fallait être puissant, et que chacun devait être à son poste de combat. Puis il a annoncé 3,5 milliards d'euros de dépenses militaires supplémentaires en 2026, puis de nouveau 3 milliards supplémentaires en 2027, destinés donc à accroître la puissance des armées françaises afin de les rendre plus redoutables. Et au fond, soyons simples. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. La nation, pour cela, doit être plus forte. Chacun doit être à son poste de combat. Et des efforts ont été faits et doivent se poursuivre. Cet investissement, a-t-il expliqué sans apporter plus de précision, sera financé par l'effort de toute la nation, et il a appelé l'ensemble des Français à consentir à cet effort, car il en va, a-t-il ajouté, de notre sécurité, de notre indépendance et du salut de la patrie. Fin de citation. Et il a finalement synthétisé tout ça dans cette formule évidemment ciselée pour marquer les esprits. Si notre liberté a un prix, le voici. Comme on l'a dit tout à l'heure, nombre de commentateurs ont pointé ce qu'ils ont appelé la gravité particulière de cette intervention présidentielle, justifiée selon eux parce que le journal Le Monde a appelé la dégradation du contexte géopolitique. Mais il y a quelques autres traits du discours de Macron qui leur ont semble-t-il complètement échappé, comme son exceptionnelle hypocrisie assez caractéristique du personnage. Par exemple,
Le chef de l'État a évidemment raison dans l'absolu de pointer que des menaces gravissimes pèsent aujourd'hui sur la liberté des peuples attaqués par les impérialismes et les puissances d'annexion. Et il est également fondé à constater que la liberté est bafouée quand les règles de la guerre sont effacées, quand chacun s'exonère du droit international et quand c'est effectivement le droit du plus fort qui l'emporte aujourd'hui, un peu partout dans le monde, sur le respect des règles internationales. Le problème vient de ce que dans le monde réel, Macron lui-même sait parfaitement s'accommoder pour le mieux de ces brutalités et de cette loi du plus fort dont il fait soudain mine de se désoler, et qu'il sait faire preuve de beaucoup de délicatesse et de beaucoup de prévenance à l'égard de certaines des puissances d'annexion qui effacent les règles de la guerre et contre lesquelles il prétend se dresser pour défendre la liberté et le droit international. Car s'il fait très légitimement preuve d'intransigeance à l'égard de la Russie de Poutine, le moins qu'on puisse dire est qu'il se montre beaucoup plus complaisant avec le gouvernement israélien, par exemple, dont l'armée mène depuis 21 mois une campagne génocidaire dans laquelle plus de 58 000 Palestiniens de Gaza ont déjà été exterminés. Le 24 novembre 2024, la Cour pénale internationale, la CPI, a émis un mandat international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre le Premier ministre israélien. Si elle se conformait à ses engagements et à ses obligations légales auprès de cette Cour, la France, en tant que signataire du traité de Rome instituant la CPI, devrait donc arrêter Benyamin Netanyahou. Mais 3 jours après l'émission du mandat d'arrêt délivré par la CPI, le ministère français des Affaires étrangères a tout au contraire déclaré que le chef du gouvernement israélien bénéficierait d'une immunité, puisque son pays n'a pas signé le traité de Rome. La France respectera, comme toujours, le droit international, à savoir d'une part son obligation de coopérer avec la CPI, mais également effectivement le respect du statut de Rome qui prévoit des cas d'immunité pour les chefs d'État et les dirigeants. Et de fait, dans le cours des derniers mois, Netanyahou a été autorisé à survoler plusieurs fois le territoire français, sans être le moins du monde inquiété. Et quand Israël a attaqué l'Iran le 13 juin dernier, Macron s'est empressé de remplacer la réalité des faits par une réalité alternative et de présenter l'agresseur comme l'agressé pour expliquer qu'Israël avait le droit de se défendre. Fin de citation. Et nous croyons que la solution et la stabilité, c'est un Israël vivant en paix à côté d'un État palestinien, vivant en paix et en sécurité et ayant reconnu l'existence et les droits d'Israël à se défendre dans la région. C'est ça ce que nous poursuivons. Lorsqu'il n'est pas occupé à prononcer de beaux discours dénonçant les prédateurs qui s'affranchissent du droit international, le chef de l'État français se démène donc pour justifier les agissements de certains de ces mêmes prédateurs et pour protéger leur impunité. Et bien sûr, lorsqu'il se pose en défenseur de ce qu'il appelle la liberté de notre modèle démocratique et politique, le chef de l'État, encore une fois, se moque du monde. Car il n'a jamais cessé, depuis son élection à la présidence de la République en 2017, de s'attaquer de toutes les manières possibles à cette liberté. Le 3 juillet dernier, pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres, Amnesty International, organisation non gouvernementale de défense des droits humains, a publié un rapport dont la presse et les médias mainstream n'ont très peu parlé et dont la conclusion, accablante, était que la France est le pire pays d'Europe concernant la répression policière des militants environnementaux et qu'elle a en outre adopté un véritable arsenal législatif visant à criminaliser leurs actions. Mais bien au-delà de ces atteintes répétées à la liberté de manifester, c'est l'ensemble des dispositifs propres à la démocratie parlementaire qui ont été systématiquement subvertis depuis 2017 par le pouvoir macroniste. Par le recours répété à l'article 49.3, par exemple, qui a permis à Elisabeth Borne, lorsqu'elle était première ministre, d'imposer par la force une réforme des retraites contre laquelle des millions de manifestants s'étaient mobilisés, qui est aujourd'hui encore rejetée selon tous les sondages par une large majorité des Français, et qui était par ailleurs parfaitement inutile, puisque les mêmes grands experts qui expliquaient en 2023 qu'elle était indispensable pour éviter un déficit des retraites, nous expliquent aujourd'hui qu'il va falloir une nouvelle réforme pour éviter ce même déficit que la précédente était censée éviter. De la même façon, la ministre de la Culture Rachida Dati vient elle aussi de contourner le Parlement en recourant à l'article 44.3 de la Constitution pour imposer au Sénat une réforme de l'audiovisuel public qui avait été massivement rejetée quelques jours plus tôt par l'Assemblée nationale. Mais l'atteinte la plus spectaculaire a bien sûr été, au mois de juillet 2024, la confiscation du résultat du second tour des élections législatives qui avait été remporté par la gauche et que Macron a purement et simplement volé pour nommer un Premier ministre qui s'est empressé de s'entourer de ministres d'extrême droite. Lorsqu'il s'est encore une fois posé en défenseur du droit international et de notre modèle démocratique et politique dans son discours devant les armées du 13 juillet, le chef de l'État français a donc encore une fois proféré, conformément à une tradition solidement établie, une grossière contre-vérité,
puisque dans la réalité, il est le fossoyeur de ce droit et de ce modèle. Merci d'avoir suivi cette chronique, à la semaine prochaine. On nous dit, on va geler tous les budgets à part celui de la défense, tous les budgets de l'État. Très concrètement, ça veut dire du manque à gagner pour, par exemple, le budget de l'éducation nationale. C'est entre 600 et 700 millions d'euros en moins dans le budget relativement à la hausse des dépenses. J'ai fait le calcul, c'est l'équivalent de 10 000 postes d'enseignants. Donc c'est 10 000 postes d'enseignants en moins, c'est des soignants en moins.